Cash Coach. Les coachs qui parlent cash. Il y avait un clap de contact. Oh, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça t'a réveillé ? Bienvenue dans cette nouvelle émission de Cash Coach, l'émission, le podcast des coachs qui parlent cash. Aujourd'hui, on va parler Ennéagramme et le côté sectaire dont il est accusé. Je suis avec Isabelle. Tout à fait, bonjour. Isazen, chez nous on l'appelle. Isabelle aussi. Bonjour. C'est là. C'est là, bonjour. Ça a changé. Oui, du coup. Isa là et Cédric. Bonjour à tous. Voilà. Puis on a avec nous deux magnifiques Boston Terriers. Nina et Deux Simone. frangines, Nina et Simone. Bon. Elles dorment, elles ronflent un peu. On verra si au niveau du son ça passe. Bon. Alors, c'est dans la continuité de notre podcast qu'on a fait sur le développement personnel et puis on est arrivé sur l'Ennéagramme. On a jugé bon d'approfondir le sujet parce que c'est un outil qu'on utilise. Et voilà, l'idée c'est de le démystifier et de dire comment on l'utilise et voilà, pourquoi, selon nous, c'est injuste de le considérer comme sectaire. Qui veut démarrer ? Moi, je voulais faire part de mon expérience, que j'ai eu un parcours sportif. J'ai eu une carrière à haut niveau. J'ai été donc championne olympique il y a quelques années, en 2002, j'allais dire 2022, mais non. 2002. Et pour parvenir à ce haut niveau, j'ai eu beaucoup de suivi de psychologique, préparation mentale et plein d'éléments qui m'ont permis de faire une introspection et atteindre l'essentiel qui puisse me permettre d'aboutir à ces titres-là. Mais j'ai découvert l'Ennéagramme sur le tard, il y a quelques années seulement. Et en fait, je refais le lien avec ma carrière et j'ai eu une compréhension globale de ce qui s'est passé dans ma carrière, de ce qui s'est joué au moment où je suis passée à côté de certaines compétitions, au moment où effectivement je suis arrivée à l'apogée, qu'est-ce qui s'est joué à ce moment-là, qu'est-ce qui a fait que tout s'est aligné comme ça, par rapport à en fait qui je suis et qu'est-ce qui est essentiel pour moi. Et je l'ai compris là, parce que j'ai eu 2 expériences fortes dans ma carrière sur 2 Jeux Olympiques où je suis prétendante à la médaille, une où je passe à côté et une où je gagne. Et effectivement, il s'est joué quelque chose que j'ai compris dans là où je me suis reconnue dans l'Ennéagramme. Et c'était pas rien pour moi de comprendre ça. Ok. Voilà. Super. Qui, pour introduire un peu le sujet, déjà, Moi je vais a rebondir. une expérience ou une anecdote à raconter. Ouais, vous n'êtes pas trop au courant en fait, pourtant on se côtoie assez souvent. Je vais parler de ma scolarité en fait. Quand j'étais gamin, j'ai déménagé 13 fois avec mes parents et j'ai toujours dit que j'avais une scolarité viscérale. Et quand je découvre l'Ennéagramme, je comprends qu'en fait d'où viennent mes différentes peurs et que c'était bien avant mon âge adulte. Donc ce stress, ces pensées, ce fait d'anticiper en permanence et qui m'a accompagné dans mon côté jeune adulte. Donc ça fait du lien ça chez moi. Voilà. Donc une scolarité viscérale. Ouais, j'ai bien stressé toutes les rentrées scolaires. C'est pas facile. Mais on ne dira pas ton énat. Moi je vous rejoins, j'ai découvert l'Ennéagramme il y a pas très très longtemps, il y a quelques années là. Quand j'ai compris mon énéatype, alors tout le monde n'est pas pareil, moi ça arrivait très vite, j'ai percuté très très rapidement. J'ai redéfilé ma vie, ça se fait automatiquement et on se dit ah oui. Alors ça change pas le passé, hein. Les erreurs que j'ai faites, les trucs assez vaches que j'ai pu faire et tout, je les ai faites. Mais par contre, ça m'a permis de comprendre et ça m'a enlevé une certaine culpabilité en fait. Et ça m'a fait vachement de bien. Donc je vous rejoins sur ce côté passé où en fait on fait plein de liens sur ce qu'on a pu faire, sur nos événements. Et puis moi dans la suite, ça m'a surtout délivré d'un enfermement dans moi où j'étais pas bien, quoi, quelque chose où en fait on prend les clés de l'outil et puis on découvre qui on est et ça
ça refait sens, on se retrouve aligné et ça m'a permis d'avancer dans le sens qui me convient. Alors que j'avançais plus du tout dans le sens qui me convenait. Et tu vois, ce que j'entends, c'est ce qu'on explique, parce que l'idée, c'est pas forcément de témoigner, mais d'expliquer l'énéagramme, c'est en tout cas ce qu'on y trouve. Et là, dans nos 3 explications, c'est une compréhension. C'est-à-dire ça nous a amené, quelque part, cet outil, comme il y en a plein d'autres, cet outil a amené à une compréhension. Et justement, est-ce que c'est pas le but, à un moment donné, moi je prends souvent l'exemple des 3 éléments clés qui sont être, faire, avoir, et qu'on est dans une société du faire, complètement. Dans notre éducation, on est orienté vers le faire. Du coup, on fait des choses pour obtenir quelque chose, dans notre éducation, dans ce que la société nous transmet. Et souvent, ce que je remarque, c'est parfois ce qu'on obtient ne nous nourrit pas. Et qu'est-ce qui vient nourrir nous, notre être, c'est bien le premier élément qui est l'être. Et j'ai l'impression, moi, que c'est un élément qui est pas oublié, mais qui n'est pas travaillé, ou en tout cas qui n'est pas conscientisé vraiment. Et la compréhension de qui on est, c'est bien l'être. Et effectivement, après, on peut parler de différentes thérapies, de la psychologie, et c'est bien cette connaissance de soi. Et en tout cas, moi, de ce que je trouve, et pour moi et dans mes accompagnements, c'est que l'énéagramme, en tout cas son fonctionnement, donne juste des clés, des critères, des indicateurs de la connaissance de soi. Et bien évidemment, ce n'est pas tout ce qu'on est. On est bien plus complexe, bien plus large, mais ces quelques clés nous permettent d'aller un peu plus rapidement, j'allais dire, ou aller plus précisément dans la connaissance de soi. Et comme ce qui nous a fait sens pour nous, c'est cette compréhension de ce que je comprends dans ce qu'on échange, elle est essentielle, mais la compréhension de qui je suis, donc de l'être. Je l'expliquerai comme ça. Tu vois, tu parles de clés. J'aurais même tendance à dire qu'on peut avoir des clés communes en fonction de nos énéatypes, mais elles ont une forme différente en fonction de qui on est. Tu vois, c'est pas, voilà, on n'est pas dans des cases, mais par contre, il y a des compréhensions qui nous permettent de débloquer des choses, mais propres à chacun. Ces clés, elles sont pas... C'est la couleur qu'on donne à un mécanisme qui nous parle, parce que voilà, quand on parle de mécanismes automatiques qu'on a en psychologie, qu'on tombe dans nos mécanismes automatiques, et ben on retrouve les mécanismes automatiques peuvent être décrits dans un mécanisme d'un énéatype, mais à la fois la couleur c'est unique. C'est comment nous on vit ces mécanismes-là. Exactement. Et c'est unique. Et c'est là où ça nous permet d'avancer plus vite dans la compréhension de soi. Et toi, Yo ? Parce que ça explique toute la complexité humaine, on est déjà rien que 3. Et le 4e, toi, Yo, ça apporterait quelle complexité dans cette lecture de l'humain ? Alors déjà, moi, l'énéagramme, je l'ai découvert en 98. J'ai pris une claque. Parce que c'est vrai que c'est assez bluffant, ça dit des choses que tu sais, mais qui sont absolument pas conscientes. Et donc un exemple pour ma part, c'est la compréhension du rapport à l'autorité que j'entretenais, parce que concrètement, j'étais pas très employable, hein, voilà. Bizarrement, mes patrons étaient tous des cons. Et je vivais mal, c'était un problème. Toute forme d'autorité... évidemment, un patron est une forme d'autorité déviante, forcément. Donc tu commences à voir tout ce qui est déviant. Donc là, je suis en train de trahir mon énéatype, mais bon. Mais tout va bien, ça résonne. Ouais, c'est pas grave. Et donc, le fait de comprendre le rapport que j'entretiens et que finalement, c'est ma perception, c'est ma position vis-à-vis de l'autorité, change beaucoup de choses et remet en question énormément de choses. Donc c'est vrai que tu prends un coup de masse et en même temps c'est libératoire. C'est-à-dire que c'est libérateur. Le fait de mettre un sens, parce que c'est une explication en tout cas qui a du sens pour toi. Parce que encore une fois, on verra, on va décrire ce qui est sectaire. C'est pas une vérité, c'est juste du sens que tu mets, une lecture, une grille qui te permet de... C'est quand même plus agréable de vivre en comprenant, en mettant du sens, qu'en subissant, sans savoir ce qui t'arrive et pourquoi tu répètes ces schémas. Et si j'avais pas compris ça,
le lien à l'autorité aurait été compliqué. Alors ça n'aurait pas été avec un patron parce que rapidement je suis devenu entrepreneur, voilà, je comprends pourquoi. Ça donne du sens à ce que tu as fait aussi jusqu'à maintenant. Enfin, en tout cas, ça a donné du sens sur ce que j'avais fait. Ça n'a pas changé, mais par contre, ça aurait pu après être pire avec toute autre forme d'autorité. Et le fait de comprendre que finalement, c'est moi qui entretiens ça pour certaines raisons, que l'énéagramme t'aide à comprendre. Voilà pour moi, en tout cas, ce que ça a eu comme sens et comme déclencheur. Sans compter tout ce qui est en plus de ce que tu peux comprendre et qui peut t'amener à vraiment de la subtilité. Donc 98, tu vois, ça remonte à Oui. Mais tu vois, ça fait sens, ça résonne. Il y a un proverbe japonais pour les jardiniers qui dit « Connais-toi, il te suffit ». Simplement ça. Voilà, pas la peine d'aller chercher midi à 14h. Et donc ça rejoint ce proverbe. Il suffit de se connaître. Et c'est ça notre philosophie de vie, peut-être. C'est une hypothèse. C'est ça. Alors, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, sur l'énéagramme, déjà, on a beaucoup parlé de tests dans différents autres podcasts qui ont attaqué un peu l'outil. Est-ce que l'énéagramme, selon vous, se découvre à travers un test de personnalité ? Évidemment que non. Non, c'est dynamique, c'est pas possible. C'est ça. C'est comme on ne peut pas se découvrir sur un horoscope. On peut pas. Le test, un test, déjà, c'est prendre en considération le moment où on fait le test, dans quel état interne on se trouve, dans quel environnement, dans quel état d'esprit on se trouve, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre dans ce test. En fait, il y a plein de choses qui se jouent à ce moment-là quand on fait un test, donc bien évidemment, c'est erroné. Et effectivement, en tout cas, je sais que dans nos pratiques, c'est bien évidemment pas là qu'on va, mais plus dans un accompagnement de la compréhension de la personne que l'on accompagne, qu'elle se comprenne elle, et effectivement l'outil énéagramme, et comme je disais, donne des indicateurs qui nous permettent de peut-être, en tout cas c'est ce que j'expérimente, qui accélère la compréhension de soi, qui tout de suite ça fait sens, mais oui, mais c'est ça qui se passe pour moi, c'est ça que je fais, et du coup on peut aller un peu plus vite, je trouve, parce que moi pour avoir fait des thérapies et pas mal d'accompagnement, je trouve que voilà, il y a des choses qui s'éclairent plus rapidement. Et moi j'ai pris ce livre là parce qu'en fait je trouve que c'est intéressant, parce que c'est David Daniels qui est docteur en médecine et psychologue, et Virginia Price qui est psychologue, donc on est sur les États-Unis, qui eux ont mis au point des textes dans lesquels on pourrait se reconnaître. Mais eux sont allés plus loin dans la démarche, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ont travaillé avec 970 personnes, un panel de 970 personnes, donc il y a le détail, je ne vais pas tout vous détailler, mais en tout cas, ces personnes-là, sans accompagnement, ont lu ces textes-là. Donc c'est 9 textes qui décrivent un petit peu, et pour voir ce que les gens ressentent à la lecture de ces textes. Et ils donnent un pourcentage de combien de personnes se sont retrouvées dans ce type-là et qui s'avérait être ce mécanisme-là, enfin ce type-là. Parce qu'après, toutes les personnes qui ont lu ces textes et qui ont défini dans lequel ils se reconnaissaient, ont fait un accompagnement de plus de 10 semaines avec des professionnels donc, qui connaissent l'énéagramme dans l'accompagnement pour la connaissance de soi. Et donc effectivement, il n'y a pas 100% de réussite sur tous les textes. On est à peu près entre 50 et 68% sur une première lecture qui serait juste avec son énotype. Donc bien évidemment, un test ne valide pas. Ça peut mettre en bouche, c'est-à-dire on peut rentrer là, avec ces textes-là, on peut essayer d'aller aller plus en profondeur sur le texte qui nous a parlé ou les textes qui nous ont parlé, mais le test n'a aucune fiabilité. La seule fiabilité, c'est, selon moi, je dis souvent, il n'y a pas de pilule bleue, il n'y a pas de, il n'y a pas de magie, c'est que la connaissance de soi prend du temps. Comme je prends mon exemple, comme devenir sportif de haut niveau prend du temps. C'est une recherche et une quête de pratiquement tous les jours, quoi. Donc, la connaissance de soi, qui on est, ça demande du temps et, selon moi, de l'accompagnement, parce que c'est très difficile de s'observer. Alors, du coup, ça m'amène une question que certains pourraient poser et se sont posées. Du coup, ça ne peut pas être scientifique. Et tous ceux qui essaient, en fait, finalement, de se rapprocher de la science pour éviter ce côté, tout comportement qui
pourrait se rapprocher du côté sectaire. On a beaucoup de personnes qui cherchent justement à expliquer sur un côté scientifique, c'est-à-dire que dès lors que ce comportement est observé, il doit être observé par un autre de la même manière, et c'est ce qui valide la science. Du coup, c'est pas de la science, quoi. C'est pas scientifique, c'est pas reconnu. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, moi je suis d'accord. Moi, tu vois, ça me fait penser à Pythagore, qui a été fait prisonnier par les Égyptiens, puis quand il revient, c'est le premier à se proclamer philosophe. Et n'empêche qu'il a été malmené dans sa fin de vie, mais n'empêche que Pythagore, qu'est-ce qu'il faisait avec ses disciples? Ils parlaient chacun, à ce moment-là, donc là on parle de nombre, mais là l'énéagramme, ça a été produit sous le même angle. Chacun aborde sa façon d'être, de réfléchir, ce regard intérieur. Non, c'est pas scientifique, parce qu'on va chacun, comme tu l'as dit Isa, comme tu l'as dit aussi, j'ai un trou de mémoire, tiens, c'est intéressant. Isa, bah oui, c'est normal. C'est cette couleur qu'on apporte. Donc l'énéagramme apporte différentes couleurs. C'est une palette d'artistes. Et donc, non. C'est pas binaire. Comment l'évaluer? C'est pas possible. Alors du coup, on peut pas s'en référer, hein, puisque ça n'a aucune valeur, puisque c'est pas reconnu scientifiquement. La science, tu vois, au niveau médical, au niveau même psychologique, psychiatrique, ce sont des personnes qui font des études qui posent un diagnostic. Mais un diagnostic est soumis à une interprétation. Sauf cas particulier, avec des analyses sanguines qui vont donner... Mais on sait bien qu'il y a plein de maladies, qu'elles soient physiologiques ou psychologiques, où, que ce soit les médecins avec leur science et leur connaissance, ont aussi des... Comme tu as dit, un trou, en fait, un manque, parce qu'il n'y a pas la connaissance. Et pourtant, la maladie ou le comportement de la personne est bien tel qu'on le voit. Mais on ne sait pas l'expliquer. Oui. Et ça, c'est de l'évolution, de toute façon, de la société. Il y a des choses qu'on ne connaît pas encore. Et là, je peux parler des coupeurs de feu. Donc, les coupeurs de feu qui sont rentrés dans les hôpitaux. On n'explique pas ce qu'ils font. Et pourtant, on constate. Et quelque part, moi, je ne suis pas là pour dire c'est fiable, ou c'est pas fiable, ou on est pour, ou on est contre. C'est juste de garder, et je pense que c'est le propre des personnes qui accompagnent, de garder une certaine ouverture, en fait. On ne sait pas, comme au niveau physiologique, au niveau médical et des recherches, que ce soit pour le cancer ou d'autres maladies, plein de chercheurs disent, là, on ne sait pas. Et bien, on pourrait aussi se dire, ok, l'énéagramme est un outil, on ne sait pas dire si c'est juste ou pas juste. La seule chose que moi j'observe, c'est comme pour tout, c'est un outil, il est utilisé par l'humain, on reste humain, et selon nos peurs, notre orgueil, notre ego, tout ce qui va se passer en nous, eh bien l'outil, on va l'utiliser d'une certaine façon. Et c'est bien triste parce que selon la personne qui va accompagner avec cet outil-là, eh bien malheureusement, il peut y avoir, comme tu l'as dit, des dérives, comme il peut y avoir, et il me semble que, en tout cas c'est ce qu'on vit nous dans nos accompagnements, il peut y avoir de belles choses pour les personnes accompagnées et qui évoluent ou qui se transforment ou qui comprennent et qui du coup vont passer la vie, parce que la vie ce n'est qu'adaptabilité, hein, la vie c'est toujours en mouvement, et que ces mouvements-là, avec notre personnalité, parfois on a du mal à les passer, et une compréhension de soi, comme un athlète quand il réussit ou fait un échec, une compréhension de soi permet de mieux passer les étapes et de grandir avec ces étapes-là. Pour moi, cet outil-là, je l'utilise comme ça. Tu vois, moi, ça me fait juste penser à un truc. Combien de théories scientifiques ont été prouvées par l'expérience et non pas par une démonstration à la base qui amène? Combien d'expériences ont été faites qui ont dit, bah ouais, on a fait l'expérience tant de fois et ça marche? Tu parles de la pomme, hein, c'est ça? T'as pris une pomme sur la tête. J'ai pris une pomme sur la tête. Mais non, mais et tu vois, ça me fait penser à ça. Et pourtant, c'est de la science. Et pourtant, c'est par l'expérimentation. Qu'est-ce qui empêcherait que là, on soit dans ce même cas? Ouais, moi, je vais rebondir sur ce que vous dites là. Tu parlais de diagnostic, je trouve ça très intéressant. Ça me fait penser à ces cas non expliqués que les médecins émettent un diagnostic. Je pense à cet athlète que j'ai côtoyé. Bon, il ne se souviendra pas de moi, mais on s'est entraînés ensemble et il a bien performé. Et lui,
il fait du tumbling, piste de plus de 25 mètres de long, on enchaîne des acrobaties et il part sur un triple arrière. Sauf qu'il fait triple et un peu plus. Il arrive sur les cervicales, les vertèbres brisées. Diagnostic, vous ne remarcherez plus monsieur, il est allongé pendant 8 mois. 2 ans après, il repart à haut niveau. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'ai un accident de voiture, j'ai la main qui est broyée, exactement la même chose. Diagnostic, monsieur vous faites quoi? Je fais des pyramides humaines, je fais de l'acrosport, de la gymnastique acrobatique, vous ne pourrez plus jamais reposer votre main au sol. 2 ans après, je suis champion de France. Donc, rien n'est écrit. Il y a cette bulle nébuleuse qui fait que, oui, tout est possible. Et c'est pas parce que ce n'est pas écrit, ou que c'est écrit, que c'est juste. Donc, ce n'est pas une vérité en soi, l'énéagramme. Et c'est ça que dans mes accompagnements, c'est pas parce que la personne penche sur un comportement, penche sur un profil, on vient interroger l'histoire, pour quelle raison. Et moi, ce qui m'anime vraiment dedans, c'est qu'est-ce qui te motive à agir consciemment comme ça et inconsciemment, ça vient d'où? Qui a dit que c'était mal de comprendre son mode de fonctionnement pour éviter d'être réactif et de ne pas comprendre pourquoi on se met en colère ou autre? Puis la fin en soi, quand on fait de l'accompagnement, c'est pas de trouver les négatifs de la personne. C'est pas ça, la fin en soi. On s'en sert comme un outil de compréhension, comme tu dis, qui nous permet d'accélérer un développement et l'avancée de la personne. Mais moi, dans les accompagnements que je fais, je leur dis pas, je leur dis pas leur négatif, je m'en sers comme un outil. Je les aide juste et ça donne des clés, mais à aucun moment ils ressortent avec leur négatif parce que c'est pas le but. Et puis surtout, encore une fois, on peut se tromper. Et encore une fois, on peut se tromper. Donc nous, largement. Et souvent, c'est pour ça que le duo, enfin en tout cas le duo coach-coaché, c'est d'aller ensemble dans le mécanisme et le fonctionnement de la personne pour qu'elle-même trouve, parce qu'à un moment donné, c'est elle qui sait, mais c'est à nous de poser aussi les questions qui lui permettent de trouver cette voie-là. Voilà, pour ma part, je pense que c'est un faux débat. D'essayer de dire est-ce que c'est scientifique ou pas. Il y a des secteurs où ça peut être important. Et puis là, on est dans quelque chose de dynamique, de complexe. À ma connaissance, je ne sais pas si dans notre domaine, il y a quelque chose de prouvé scientifiquement. Même les neurosciences. C'est des petits bouts de théorie, mais il n'y a rien. C'est de l'observation. Voilà. Même chez les psychiatres, je ne crois pas non plus que ce soit prouvé. Le truc, pour moi, de l'énéagramme, c'est un outil, une aide de déconditionnement. Par contre, ça, on est arrivé à prouver comment se construit une personnalité. Ça, c'est clair. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui. C'est démontré. Voilà. Il y a une démonstration. À partir du moment où l'énéagramme permet un mieux-être, une meilleure adaptation à un environnement, à quelque chose qui a du sens pour la personne, à aussi une amélioration des qualités relationnelles. Donc, on va en reparler, parce que du coup, je ne comprends pas bien en quoi et comment l'énéagramme se retrouve chez la Miviludes, donc l'organisme qui contrôle suite à des dénoncements tout ce qui pourrait être sectaire, hormis de mauvais usages de la part de collègues qui abusent peut-être de leur pouvoir ou qui leur donnent une certaine forme d'autorité ou de suprématie sur les gens et qui l'utilisent mal, comme tout chirurgien pourrait aussi utiliser malencontreusement ces outils ou autre, dans tout secteur, voilà, ça se passe. Donc là, l'idée, c'est de revenir et de décrire au niveau de ce qui est considéré comme sectaire l'énéagramme, et puis après peut-être de dire comment on l'utilise aussi, puisque tu as commencé à aborder le sujet. Et donc le premier critère, c'est que l'énéagramme crée une rupture et un isolement. Donc, c'est-à-dire que rupture de liens sociaux, isolement de la personne, au profit d'une communauté et ça rend les liens. Donc, est-ce que vous avez constaté ça? Est-ce que chez vous déjà, est-ce que vos clients que vous accompagnez, avec l'outil l'énéagramme, on sait très bien que nous on utilise l'outil, mais on ne le dit pas forcément.
Est-ce que vous avez constaté ça? Est-ce que c'est ce que vous encouragez ou pas? Bah, justement, c'est... Encore une fois, moi, mon objectif, quand une personne vient me voir, c'est de l'amener à comprendre la difficulté qu'elle rencontre, comment elle peut passer cette difficulté, mais surtout l'amener à une autonomie et à du discernement. Mon objectif à moi, c'est surtout qu'elle ne revienne pas. Même si on sait bien que si tu veux travailler, bah, c'est mieux, mais on n'est pas un restaurant, quoi. Le but, c'est pas que la personne elle revienne chez toi pour manger. Le but, c'est justement quelque chose. Moi, je suis satisfaite et j'ai le sentiment d'avoir bien fait ce que je dois faire quand la personne a solutionné sa problématique et effectivement a la possibilité d'entreprendre d'autres difficultés parce qu'elle a cette autonomie et ce discernement qu'elle n'arrivait pas à avoir avant. Parce qu'on a en nous, c'est juste qu'on a des freins et l'idée c'est de lever certains freins. Ouais. Parce qu'en plus, l'autonomie est un des critères déontologiques que l'on poursuit dans le domaine du coaching. Exactement. Voilà. Mais, ok, ça c'est par rapport à ton accompagnement, mais est-ce que l'énéagramme isole? Est-ce que l'énéagramme, l'outil en lui-même, peu importe la forme d'accompagnement derrière, est-ce que ça isole? C'est... Bah, Voilà. il peut isoler. Il peut, c'est comment c'est abordé en fait. Ouais. C'est comment c'est transmis. Mhm. Tu vois, on en parlait dans un ancien podcast, c'est comment on est entraîné, comment c'est l'information est donnée, de comment c'est véhiculé, et puis surtout comment l'autre personne le réceptionne. Quel est le libre arbitre de la personne à ce moment-là? Est-ce que j'écoute? Est-ce que je fonce tête baissée dans ce qui est dit? Non, c'est pas l'outil qui pose problème. C'est ceux qui utilisent l'outil. C'est comme les religions. C'est pas les textes qui posent problème. C'est comment l'homme interprète des textes. Et on le voit bien dans certaines traditions. C'est qu'est-ce qui est lu, comment c'est lu, de quelle façon. C'est pas pour rien que la théologie, c'est comme une thèse en médecine. On passe pas 3 ans à lire un texte. Pour moi, l'énéagramme, je comprends pas par rapport à ça. C'est tout simplement pour dire que qui le fait, de quelle façon et comment c'est dit. Et comment c'est interprété et comment c'est considéré et comment la personne qui découle l'énéagramme va l'utiliser Ouais. dans son environnement. Après, mais peut-être tu voulais dire Non, quelque chose. vas-y, Ok. vas-y. Juste pour dire aussi, c'est quel outil, quel contexte, quelle situation ou quel moyen ou quelle ressource n'isole pas. Complètement. On a tous des disciplines différentes à travers on a tous un métier commun et des modalités d'accompagnement sur lesquelles on va chercher nos arcs. Toi, ça serait ok que Isa utilise le côté corporel, utilise son expérience. C'est aussi ok que tu utilises tes expériences pro, tout comme toi, Johan. Là, je viens de perdre le fil. On va couper cette scène. Alors je vais le reprendre, je vais le renvoyer à Isa. C'est par exemple dans ta carrière, toi, t'as pas dû t'isoler pour... Enfin, tu vois, les couper pour te préparer. Bah, alors, si tu veux, pour reprendre ce qu'on pourrait aborder de sectaire, moi, j'ai fait du snowboard. Ben, j'avais une appartenance. J'avais un coach, c'était mon mentor. Il me semble que le snowboard et le ski, il y avait quand même quelque Le chose. snowboard et le ski, il y avait de la rivalité, enfin à une époque, hein, parce que Cette le sport époque, est arrivé, il y avait une certaine rivalité, une incompréhension du monde du ski en fait. Hein. Moi j'ai été virée du sport-études où j'étais, le ski club, en fait je suis partie parce qu'il ne faisait pas de snowboard, enfin voilà, et je me suis retrouvée un petit peu pour le cas rejetée à un moment donné. Mais c'est comme je l'ai vécu moi, aujourd'hui je comprends plein de choses, mais c'est comme je l'ai vécu moi. Et du coup, je me suis un petit peu battue et je me suis fédérée autour du snowboard, de ma carrière de snowboard. Et effectivement, à un moment donné, je parlais snowboard, buvais snowboard, mangeais snowboard. Mais voilà, après je pense qu'il y a un certain discernement, c'est toujours pareil, une certaine autonomie, la vie quoi en fait. Et selon les étapes où tu es, effectivement, à un moment donné, c'est vrai que ça me fait penser à ça, c'est drôle, hein, à un moment donné, comme le snowboard n'était pas un sport reconnu, il y avait eu des associations et d'un coup la Fédération internationale de ski s'est intéressée au snowboard. Bref, tout ça pour dire qu'il y a eu une guerre. Il y a eu une vraie guerre. Moi, je suis allée militer, et j'en suis pas fière, sur des courses FIS où courait ma principale concurrente Karine Ruby parce qu'elle était issue du courant FIS et moi du courant ISF, on va dire, c'est très loin. Mais en tout cas, voilà, je suis allée militer et quand je repense à ça, je trouve ça ridicule parce que j'étais vraiment
il y avait une sorte d'endoctrinement, tu vois, mais ce n'était que du sport. Donc voilà, il n'y avait pas de mal. Donc, petite question à laquelle on ne répondra pas, mais est-ce que l'énéagramme ne serait pas au milieu d'une guerre? Peut-être. Petit message. Mais tu vois, après, dans le rôle qu'on a, parce que c'est aussi ça, l'outil c'est une chose, mais c'est aussi ceux qui l'utilisent dans le rôle qu'on a. Tu vois, moi par exemple, je me sens dans mon expérience humaine, en fait, et ce que j'ai rencontré dans ma vie, que ce soit physiologique mais aussi psychologique. Aujourd'hui, quand je partage, parce que j'ai l'impression, je partage avec des gens, je ne suis pas la sachante. Tu vois, j'ai une expérience qui m'a permis de m'introspecter, et j'introspecte encore, parce que je pense que c'est à vie. Et du coup, cette position haute tu vois, qu'on pourrait avoir envie, vers laquelle on pourrait avoir envie d'aller, par ego, par orgueil, par je ne sais quoi, ben, ça, c'est le piège. Et que du coup, l'idée, c'est de vraiment... J'ai une expérience dans laquelle je suis allée qui m'a permis de faire pas mal de choses dans ma vie. Et t'as un problème tu dis tu veux une petite et du coup oui, ce que j'apprécie moi dans ce qui se passe, que ce soit dans l'intelligence collective dans laquelle je peux intervenir en entreprise ou même en individuel, c'est je suis là pour transmettre quelque chose et pour accompagner dans la connaissance de qui tu es ou dans le bon fonctionnement de ton entreprise, quoi. Mais c'est juste une expérience que j'ai, je la transmets. Je sais pas, je suis pas... Tu vois. Bien sûr. Alors, deuxième critère, quelque chose de sectaire génère... Pardon ? Génère de l'exclusivisme, voire une vérité. C'est-à-dire, il n'y a que ça qui est vrai. Ok ? Donc du style, il n'y a qu'une parole qui l'on doit écouter. Donc on est sous le dogme, on est sous quelque chose qui explique tout. On n'écoute que ça et rien d'autre. Donc c'est ce qui aussi isole, évidemment. Mais il y a aussi ce paramètre. Est-ce que pour vous, l'énéagramme, alors on n'est pas dupe, c'est vrai que quand on découvre son énéatype, on a l'impression, tellement c'est puissant, qu'il n'y a que ça. Et c'est vrai que quand on a un stage d'énéagramme et qu'on découvre ça, ben on a envie de dire, mais tout explique et tout. Et donc, encore une fois, c'est la façon, comme tu le dis, Cédric, de le véhiculer, de l'expliquer. On est tellement enthousiaste par rapport à ce qu'on a trouvé dans l'énéagramme qu'on a envie de le faire partager aux autres, et les autres n'ont rien demandé. Donc on va dire, mais toi t'es 2, toi t'es 3, ils n'ont rien demandé. Donc, mais ça, c'est des petites erreurs qu'on fait. Il y a aussi les formateurs qui enferment et qui conditionnent et qui étiquettent. Voilà. Mais encore une fois, c'est de l'ordre de ce que l'on en fait. Qu'est-ce que vous en pensez ? Faut pas confondre l'exclusivité avec l'exclusivisme, tu vois, en fait. Et quand j'ai fait ce stage en énéagramme pour découvrir, j'étais tellement surpris, moi, que des personnes issues de milieux différents, d'éducations différentes, et je l'ai fait dans un milieu où c'est celui qui est le plus représenté au niveau de l'Europe en France, hein. Je parle du secteur là où je l'ai fait. Et ça peut être surprenant, mais comme je dis, c'est toujours cette question de libre arbitre dans nos intentions, de garder notre conscience. Par contre, que ça soit surprenant, oui, ça c'est ok. De dire que c'est exclusif, mais quelle est la discipline qui ne veut pas se rendre si exclusive ? Alors tu vois, comme tu disais, Isa, le ski, le snowboard, à un moment donné, vous pratiquez la même activité avec ta rivale, avec Karine Ruby. Complètement. Mais en fait, vous êtes tous les deux sur la même montagne, sur la même neige, et chacun veut garder son exclusivité. Mais c'est propre de l'homme, l'exclusivité. Par contre, qu'on dise que c'est que ça et que c'est ça la vérité, c'est là que ça devient un vrai problème. On marche dans un tunnel et on oublie qu'en fait il y a des portes de secours et qu'il y a plusieurs destinations. C'est surtout un outil, une possibilité.
Et tu vois, ça me fait penser, un jour, je faisais une conférence sur l'accompagnement, qu'est-ce que le coaching et tout ça, et je suis interpellée par quelqu'un, j'ai adoré, parce qu'il me dit, mais alors voilà, alors du coup, il faut faire appel à vous, parce que vous êtes plus que les autres. Je fais, ah non, non, non. Et c'est ça le truc, c'est, on est tellement tous différents et uniques. On entend tellement de gens qui vont dire, ah ben moi, l'hypnose, j'ai passé un cap, ah ben moi, ça a été l'acupuncture, ah ben moi, ça a été de faire une thérapie, ah ben moi, ça a été parce que j'ai rencontré un coach de vie, et moi, en fait, c'est juste trouver ce qui nous parle, en fait. Parce que justement, peut-être que l'outil Ennéagramme va avoir du sens ou va parler à certaines personnes qui vont les amener à passer un cap dans leur vie, et ça, c'est génial, et d'autres pas du tout. Et il y a d'autres choses à côté, il y a d'autres possibilités, il y a d'autres outils. Et c'est de se dire que, voilà, garder l'ouverture, pour moi, c'est de se dire qu'on est tellement tous uniques et spécifiques, et génial qu'il y ait autant d'outils que ça, pour qu'on trouve chacun ce qui fait sens ou ce qui nous amène à avancer correctement et avec équilibre dans la vie. Toi, après je te laisse la parole. Ouais, vas-y. Il y a un truc qui me vient là, c'est... Et qu'est-ce que font ceux qui transmettent l'information, journalisme ou autre? Est-ce qu'ils font pas quelque chose d'exclusif sur quelque chose et qui oublient d'élargir le champ et de faire simplement de parler que d'une seule chose, mais qui ne parle pas des autres? C'est pas parce qu'on va dans un restaurant et qu'on dit les pizzas, c'est mauvais, c'est pas bon, il y a du gluten, mais n'empêche qu'il y a des centenaires quand même en Italie. Et pourtant, ils mangent que des pizzas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On mange des pizzas ou on mange pas de pizza? Et c'est vrai. Voilà, moi ça me... Je trouve ça intéressant. Jusqu'où va l'exclusivisme? Moi, ça me fait penser aux supporters de foot qui sont... moi, je vois, j'ai été vers Saint-Étienne et Lyon, mais là, l'exclusivisme, mais c'est que ça. Là, ils appartiennent à une communauté, Saint-Étienne, c'est que Saint-Étienne. Mais ça en arrive même à des choses graves, tu vois. Et parce que c'est une communauté. Moi, je connais des gens qui étaient là-dedans, et quel humain n'a pas le besoin d'appartenir à une communauté? Enfin, on n'est pas des gens seuls, on a besoin de faire partie de groupes. Donc, mais ça, c'est ok. Ben ça, tu vois, ça me permet de rebondir, je trouve ça intéressant, parce qu'appartenir à une communauté, donc quelque part, quelle est la motivation de trouver cette appartenance? Parce que tu vois, il y a plein d'exemples où il y a des personnes qui sont dans des groupes qui finalement se sentent surpuissants, se sentent finalement ceux qui sont peut-être au-dessus ou qui ont la vérité. Et ça, c'est là où on part dans des dérives. Alors qu'on peut appartenir à un groupe, on peut se sentir bien dans un groupe sans se dire qu'on est au-dessus, que c'est mieux, que c'est juste que voilà, ça nous épanouit, ça nous fait du bien. Comme j'ai pu aller dans le sport, comme tu vois, ça me fait penser, alors je vais peut-être pas me faire des copains, mais je pense, moi à chaque fois je pense dans le milieu de la montagne que je connais bien, il y a les écoles du ski français, l'ESF. Vous savez, on dit les rouges. Ouais. Mais c'est une communauté qui est très forte. Et puis dans cette communauté, tu vas avoir des individus qui pourraient être virulents si une autre école de ski s'ouvre dans leur station et qui vont être dans une bagarre. Et d'autres qui font leur métier, qui aiment appartenir à cette communauté, qui y trouvent un intérêt, mais qui ont un discernement, un détachement. Et puis, il y a une autre école de ski, la concurrence, ça fait du bien, c'est top, et puis on y va. Et en fait, encore une fois, on revient même dans le groupe. Qu'est-ce que l'individu va avoir comme moteur dans ce groupe? Qu'est-ce qu'il va y chercher? Et du coup, de quoi il va se sentir capable de faire en étant dans ce groupe? Ben, bravo Isa, tu viens de dénoncer l'ESF à la mi-minute. Pardon les amis de l'ESF. Tu t'es pas fait des copains. Hein. Non mais c'est parce que c'est exactement ça. Et je trouve qu'au contraire, c'est génial. Enfin, tu vois, moi, tous mes amis, c'est oui, les rouges, c'est quelque chose de... Tu sais, ils ont une formation, c'est la même pour tous les moniteurs de ski. Là, c'est un syndicat, t'as les étoiles, et tout le monde s'y retrouve, et c'est très bien. Après, le comportement de l'individu dans le groupe, comme je le dis, ça peut être quelque chose où je pense avoir la vérité en tant que moi, mais je ne parle pas de l'ESF du groupe, je parle d'un individu qui dit le vrai moniteur, c'est celui qui essaie les rouges, et qui peut être virulent vis-à-vis d'un moniteur qui est dans une autre école de ski, Évolution 2 ou autre, parce qu'il essaye de faire son business aussi, mais différemment. Et c'est là où ça devient... à mon avis, l'appartenance, le sectarisme et tout ça qui sont propres à l'individu. C'est qu'est-ce qu'on en fait? Encore une fois, on revient toujours sur un outil, c'est un outil. Ce qui va être la dérive, c'est qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça. Et on vient de parler d'exclusivisme, mais il y a aussi l'autoritarisme comme critère sectaire.
Et là, ce qu'on est en train de dire au final, c'est plutôt des mouvements sectaires. Mais c'est difficile de de catégoriser un outil comme étant sectaire. Parce que autoritarisme, l'autorité absolue, elle est où l'autorité? Donc si on en vient au modèle de l'énéagramme, par exemple. Parce que là, l'idée, c'est vraiment de se centrer sur l'énéagramme. C'est celui qui est... Elle est bien d'accord. Vous voulez vous exprimer? Elle est bien d'accord, Simon. Là, c'est pour me rappeler de ne pas faire long. Donc en fait, le modèle, par exemple, alors là, d'autorité absolue et de contrôle et d'appartenance à quelqu'un, ça n'existe pas. Il n'y a pas de licence d'énéagramme. C'est passé de main à psychologues, à psychiatres qui ont utilisé. C'est complètement ouvert, c'est un open source. Chacun est libre de l'utiliser. Il n'y a pas de licence à payer, contrairement à d'autres modèles. Je ne les citerai pas. Donc on n'est pas, encore une fois, dans ce critère-là. Oui, puis c'est pour rebondir ce que tu dis, donc comme on accompagne tous, moi j'utilise l'outil, je suis rémunérée pour le travail que je fais, mais je ne suis pas rémunérée par rapport à enfin c'est pas l'outil que je rémunère, j'ai un outil comme d'autres outils, la questionnologie. mais voilà, je suis rémunérée parce que je fais un travail et c'est normal que je sois rémunérée, mais effectivement il n'y a pas de licence que je paye pour utiliser l'outil, c'est libre. Et c'est ça. D'où un autre critère, exploitation financière ou physique de l'énéagramme. À quel moment l'énéagramme exploite financièrement, donc il n'y a pas de modèle financier. Non. Et de manière physique, non plus. L'énéagramme ne met pas à l'épreuve. L'énéagramme n'oblige pas à bosser je sais pas quoi. Enfin, donc ce paramètre-là, on peut le balayer. Il y en a deux autres. Par contre, effectivement, qui par rapport à une mauvaise utilisation, on peut comprendre en fait que ça puisse poser question. Mais encore une fois, c'est l'outil en fait par rapport à ce qu'on peut en faire peut amener à de la manipulation mentale, voire à un endoctrinement. Et puis causer des dommages. Donc c'est les deux derniers critères qui catégorisent le sectarisme. Et du coup, j'aimerais bien que vous exprimiez sur manipulation et influence. Ah, attends, je voudrais revenir sur un sujet. Vas-y. Le fait de payer. Parfois, c'est mis en question, ça coûte cher, le développement personnel, mais on ne se pose pas de questions quand le plombier arrive, quand il nous annonce sa facture et qu'il a tourné un coup de boulon, il dit c'est bon, ça vous fait 250 €, il est resté 2 heures. On ne se pose pas de questions là-dessus. Mais qui a dit que, en fait, nous, notre job, on bosse aussi, on s'est formé, on a appris. Il n'y a pas que nous, tous ces métiers-là. Et quand on se forme à l'énéagramme, il y a une transmission, il y a du temps, que ce soit l'énéagramme, que ce soit n'importe quelle discipline, en fait. C'est normal de payer parce qu'il y a un service qui est fait. Donc, ce critère-là de l'argent ne doit pas être mis dans ce domaine-là. C'est pas ça qui doit être... Je voulais juste rééquilibrer, mais tu vois, dans ce que tu dis, moi je comprends aussi dans les dérives. Okay. Tu vois, parce que j'ai écouté un podcast qui m'a vraiment intéressée et que j'ai trouvé vraiment très bien. C'est qu'à un moment donné, la personne qui vise un petit peu l'énéagramme et tout ça, sur des choses sur lesquelles je suis d'accord, les tests et tout ça, il n'y avait pas de sujet. Mais à un moment donné, cette personne dit, il y a 3 formes de coaching. Il y a le coaching qu'on connaît, préparation mentale, dans le sport, qui fait ses preuves. Donc ça, c'est OK. Et donc les préparateurs mentaux sont rémunérés, enfin tu vois, ça c'est OK, ça fait ses preuves. Rien de scientifique. Il y a le coaching Palo Alto, de l'école de San Francisco qui est née dans les années 50, de Palo Alto, où c'est effectivement des psychologues, psychiatres qui sont allés chercher des méthodes rapides, les thérapies brèves et tout ça, donc dans laquelle on va se trouver plus, nous, dans nos pratiques. Et, donc ça c'est OK. Et le coaching développement personnel, vente du rêve, tu vois, la pilule rose, la pilule magique et tout ça. Et là, c'est là où ça coince. Et quelque part, même si dans ce podcast, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, là, je suis assez raccord, parce que c'est comme je disais tout à l'heure, finalement, ça demande du temps, l'introspection, que ce soit dans quel que soit le domaine que tu le fasses, et c'est un travail de tous les jours. Et effectivement, quand tu dis rémunération, finalement, quand ton plombier vient te réparer quelque chose et que ça devient pérenne, c'est OK. Si le plombier vient te réparer quelque chose et que ça répète, au bout de quelques fois, tu vas commencer à t'agacer. Et là, ça commence à être de la
du bullshit ou de la manipulation. Parce qu'après, voilà, on va pas... Il se peut que dans certains métiers, on crée des problématiques pour retrouver du travail. Enfin, ça arrive, ces dérives-là. Là, ce que je perçois dans ce qui est visé dans la pratique de ce qu'on pourrait faire, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de rêves qui sont vendus. Ouais. Et c'est pas le rêve, la vie, en fait. C'est pas ça. Et je pense que c'est là où... voilà, qu'il y ait des dépenses qui soient faites par des personnes sur des plusieurs milliers, tu vois, dizaines de milliers d'euros, là, moi, je comprends. Là, je suis OK. Parce que, pour moi, il pourrait manquer d'une vérité. Voilà. Je suis S'il y en a une. Alors juste, je me permets de rajouter que tu parles de l'école de Palo Alto, donc tu parles de 3 catégories, donc déjà, effectivement, de coaching, préparation mentale. Je reprends ce qu'il y avait dans le podcast. Ouais, hein, voilà. Justement, OK. c'est pour une petite réponse quand même. OK. Préparation mentale, rien de scientifique, Mm. d'accord. Et pourtant, c'est Ça promis. fait ses preuves. Deuxième chose, c'est l'école de Palo Alto. C'est OK. La PNL, qui est décriée dans ce podcast quand même, est née au même moment. L'analyse transactionnelle est née au même moment. Voilà. Sauf que dès lors que l'école de Palo Alto reste explicative, reste informationnelle, la PNL, elle, peut être encore une fois utilisée par rapport à sa puissance et la manipulation finalement des idées, la manipulation des états internes, la manipulation des émotions. Reste un outil, contrairement à Palo Alto et donc l'approche systémique, qui va expliquer les rapports, les interactions, peut être un outil qui peut être pointé du doigt. Et pourtant, voilà, dans ce podcast, la PNL est bullshit, c'est-à-dire qu'il ne faut pas l'utiliser. Puis troisièmement, tu parles effectivement de ces coachings qui vendent du rêve, devenir la meilleure version de vous-même. Gagner des millions, c'est pas ce qu'on fait non plus. Voilà. Donc il y a d'autres catégories de coaching que ces 3-là quand même. Voilà. Sur l'aspect financier, encore une fois, l'énagramme est open source, si ce n'est que tu te formes, tu l'apprends. Voilà. Je connais plein d'autres modèles où tu te formes, derrière tu dois, parce que tu utilises le modèle, payer. C'est pas le cas de l'énagramme. Voilà. Donc nous, on fait payer notre prestation, comme tu disais, mais c'est pour notre maîtrise de la multitude d'outils et de l'accompagnement qu'on va proposer. Donc là, encore une fois, sur ce plan-là, je ne vois pas ce qui est retenu quoi, sur cet aspect financier. Si on revient là, aux critères, donc manipulation mentale, endoctrinement et dommages, les dommages que ça peut faire. Est-ce que vous avez observé que l'énagramme causait des dommages ? Tout dépend où tu te places. C'est quoi un dommage ? C'est quoi un dommage ? Alors dommage, ça veut dire dommage financier, c'est-à-dire que perte d'emploi à cause de l'énagramme. C'est par exemple perte d'argent, c'est perte d'être cher, c'est perte des dommages physiques, financiers. Voilà. Ce que je pourrais dire, c'est que quand tu commences à accompagner quelqu'un qui est dans une difficulté ou dans une souffrance, oui. Il se peut que dans le travail qui est fait, elle fasse évoluer avec cet accompagnement des choses dans sa vie. Et effectivement, il est arrivé dans mes accompagnements qu'une personne quitte son travail, change de travail, ou quitte une personne avec qui elle pouvait être en couple, par exemple. Tout à fait. Donc, je sais pas, le dommage là, parce que je fais quand même un suivi, le dommage là, il n'est pas directement pour la personne qui est accompagnée. Ça peut arriver, c'est au contraire quelque chose. Voilà. Après, le dommage, il peut se trouver pour quelqu'un, mais là, on parle pas d'énéagramme, hein, on parle d'un accompagnement d'une personne qui va à la rencontre d'elle-même, qui se rend compte qu'il y a des choses qu'elle n'arrive pas à surpasser, qu'elle ne parviendra pas à surpasser, que finalement, sa solution, la seule solution qu'elle trouve, parce qu'encore une fois, la solution, c'est les personnes qui les ont, les solutions qu'elle s'autorise à mettre en action ou en application vont aller jusqu'à peut-être quitter un travail ou quitter une personne ou s'éloigner
de certaines personnes. Et effectivement, le dommage pourrait être de la personne qui se retrouve quittée ou des collègues qui perdent un collègue de travail et qui là disent depuis qu'elle fait ce travail sur elle ou fait ça, il y a des changements de comportement, du coup elle s'en va. Et effectivement, là, on peut parler de dommage, mais le mot dommage, pour qui, pourquoi en fait? C'est ça. Il est plutôt pour celui qui Ouais, côtoie. Cédric, tu vas pouvoir nous en dire 2 mots. Mais justement, par rapport à ce que tu dis sur le dommage, au final, une personne qui en arrive finalement à se séparer, une personne qui arrive finalement à quitter son emploi, c'est la prise de conscience de la souffrance et de l'inconfort dans lequel elle était par rapport au travail qui est fait et le sens du coup qu'elle y met qui l'amène à quitter. Si elle ne fait pas ça, est-ce que le dommage pour elle ne sera pas bien plus grave au final si elle ne prend pas conscience de l'inconfort ou du problème qu'elle rencontre et qu'elle ignore. Bon. Mais tu peux peut-être être plus précis. Bon, ok. On parle de burn-out, là, d'épuisement. Est-ce que c'est pas un dommage de rester dans la même version de ce que les personnes font? Ça, c'est un divorce avec soi-même. Donc ça, c'est déjà un dommage de ne pas vouloir changer. Et s'ils ne changent pas, leur santé est en jeu. Par contre, oui, moi personnellement, je l'ai vécu. Mais parce que, avec mon ex-femme, oui, on était sur on marchait sur le même chemin, mais avec un tréplain central. Mais peut-être que ça s'arrêtait là. Oui, ça serait un mensonge de dire que dans tout accompagnement, quel qu'il soit, il n'y a pas à un moment donné une prise de conscience de dire est-ce que je ne suis pas en train, je dis je, mais c'est la personne qui peut se dire ça, est-ce que je ne suis pas en train de me raconter des histoires, de me mentir à moi-même? Et en fait, c'est pas ça qui m'inspire, c'est pas ça qui m'élève, et c'est pas ça ce sur quoi j'ai envie d'aller. Donc oui, il y en a qui se séparent ou pas. Je me souviens de cette athlète que j'avais coachée et qui à un moment donné, elle se rend compte que en fait elle aime pas l'eau, alors que titrée mondialement. Et là, elle se dit non, mais j'arrête. Mais c'est elle qui a décidé. Parce qu'elle prend conscience que ce n'est pas ça qui l'a activé. Donc par contre, c'est vrai que l'entraîneur, il ne comprenait pas ce qui s'est passé. Mais c'est arrivé à quel sportif qui matchait à haut niveau et puis d'un seul coup se rend compte que non, il change de tout de suite. Est-ce que ça, c'est de la manipulation? Et parce que c'est ça, je pense qu'en fait, là, si dans ton accompagnement, pardon, dans ton accompagnement, tu retrouves quelqu'un que toi, avec tes fils, ta perception, tu sens mal dans son couple, et que tu commences à l'influencer en disant mais non, mais tu vois bien que c'est ton mari qui te fait souffrir, tu vois bien que... Là, c'est dangereux. Là, c'est dangereux, c'est parce que c'est l'interprétation de celui qui accompagne, qui rentre en compte. Mais c'est pas ce qu'on fait. C'est pas ce qu'on fait. On n'a jamais conseillé à quelqu'un quoi que ce soit. De toute façon, on ne conseille pas. C'est toi. Ok, toi, de l'extérieur, tu peux voir un couple, par exemple, qui va pas bien. Et t'accompagnes une de ces personnes. Tu peux avoir en disant, il faut qu'elle se barre et tout. On est humain, hein. On n'est pas non plus... Attends, mais quel con, l'autre, faut qu'elle se barre, machin et tout. Tu peux le penser, ça. Mais dans ta posture d'accompagnant, t'es pas là-dedans. Et l'idée, c'est d'accompagner la personne et la finalité, elle sera ce qu'elle sera. Si la finalité, c'est qu'en fait, il retrouve une harmonie, et il retrouve une harmonie. Et c'est cool, et tant mieux. Si la finalité, c'est une séparation, il se sépare. Et c'est tant mieux aussi. Ça veut dire que c'est le meilleur chemin de vie. On donne cet exemple de dommage, mais combien aussi d'exemples où difficultés de couple ou de relation est améliorée parce qu'il y a une meilleure compréhension de soi et que là aussi il y a une transformation. L'énéagramme, moi je le vois comme ça. Le but recherché, c'est pour ça quand on parle de cloisonnement, tout ça. Moi l'énéagramme, pour moi c'est un outil qui nous aide à être plus tolérants et à se comprendre soi-même et à comprendre les autres. Et en fait, c'est plutôt une tendance à améliorer les interactions entre les personnes plutôt que de cloisonner. On est en train de dire 2 choses. La première, c'est au final, c'est donc selon la forme d'utilisation de l'énéagramme, donc sur le praticien, c'est sûr que si le praticien commence à dire ah mais toi t'es 2, donc du coup il faut que tu fasses ça, ou c'est normal que, ou blablabla, etc. Oui, là on est clair que c'est pas ok. L'autre chose aussi, c'est qu'au final, ce sont plutôt les gens extérieurs, donc qui côtoient des personnes qui font du développement personnel avec l'énéagramme, qui constatent des changements, qui peuvent subir
les changements. Et là ça me rappelle l'article qu'on mettra d'ailleurs en description en toute transparence, chez Fleury Michon, où il y a des formations en énéagramme, et du coup ça a été pointé. Et ce qui est bizarre dans cet article, ce ne sont que des gens extérieurs qui n'ont pas participé aux formations qui condamnent. Ça, c'est la première chose. Et ils pointent deux choses du doigt, c'est-à-dire l'argent qui a été dépensé en formation pour l'énéagramme, sans préciser si c'est plus ou si c'est moins qu'une autre formation. Et la deuxième, c'est le changement de comportement. Et bien sûr que suite à une formation, tu changes de comportement. Bien sûr que suite à une formation en développement de compétences, tu vas changer de comportement. Et ça ne dit pas non plus si c'est en bien ou si c'est en mal. Donc il se peut qu'au final, ce soit ceux qui n'aient pas côtoyé l'énéagramme, qui soient dérangés par les changements de comportement de ceux finalement qu'ils découvrent et qui peut-être se rendent compte de l'impasse dans laquelle ils étaient et qu'ils ne veulent plus ça ou ça, et que ça crée des changements. Mais encore une fois, est-ce qu'il n'y a que l'énéagramme qui est l'auteur de ces changements? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres situations? Justement, j'allais rebondir. Moi, j'ai eu une expérience, et je pense que ça peut arriver à plein de gens. Moi, attention, Simone, excusez-la. C'est mes chiens, je suis désolée. Mes parents m'ont envoyé en Australie, j'avais 16 ans, pour le ski. Il n'y avait pas de psychologie, pas de préparation mentale, pas d'énéagramme, de toute autre chose. Ça m'a transformée. et tu vois, j'ai envie de dire que toute expérience qui te sort de ton contexte, de ton environnement, de ta zone de confort, t'amène à, quelque part, te découvrir. Et forcément, il y a une transformation. Et je pense que nombreuses sont les personnes qui ont fait des voyages, qui sont sorties de leur contexte, sont revenues, pas toutes bien sûr, mais certaines sont revenues avec un changement, ont pris des décisions radicales ou de changement dans leur vie au retour de ce voyage-là. Donc, et là, voilà, le changement, voilà. C'est oui, comme demain tu fais moi je me mets au yoga, au tai chi, évidemment que ça va changer mon comportement. Comme par exemple, là, je pense à un truc, parce que c'est la mode. Et tout le monde est parti à Dubaï. Bon, il pleut jamais, et puis ils se sont pris une tempête et ils sont noyés. Et là, c'est l'énéagramme qui est passé par là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et combien de personnes, du coup, ont perdu, en tout cas, ont vu leurs enfants s'éloigner, mais c'est sur une idéologie, c'est sur une mode, c'est sur un mouvement. Il n'y a pas que l'énéagramme qui fait que changer les comportements. Et tu vois, Pardon. Je dis juste là où moi je te rejoins en plus, je le souligne parce que c'est que dans l'article sur Fleury Michon, en effet, on n'a que des témoignages de gens extérieurs. On n'a aucun témoignage de personnes qui ont vécu ces formations, des formateurs de ça. Et tu vois, c'est là où ça rejoint aussi, c'est encore une fois un point de vue, une perception. Exactement. Et c'est dommage. C'est tout ce qu'on se dit dans une communication. Qu'est-ce qui crée des divergences? C'est quand on ne va pas chercher à comprendre comment l'autre fonctionne, comment l'autre voit la situation. Mais là où je voudrais rebondir aussi, c'est la systémie. Tu vois, dès qu'on sort du système, c'est comme un élastique, ça vient nous ramener dedans. Donc ça a changé quoi? Là on ne sait pas. On a plein d'informations qui n'est pas dites. C'est en quoi ce changement de comportement a un impact sur les gens qui ont écrit, a un impact sur la société. Est-ce que c'est un changement positif, négatif? Et ça on ne sait pas ça. Donc c'est là qu'à nous de garder notre libre arbitre et aller chercher l'information. C'est pour ça qu'on a un cerveau et c'est pour ça qu'on est des humains et qu'on n'est pas des animaux. C'est parce que ça nous permet de réfléchir, de comprendre et de se remettre en question et de développer une autre forme de conscience. L'énéagramme, ça serait réducteur en fait de mettre ça. Et là par contre, ça serait mettre quelque chose dans une case. Et c'est justement en ne voulant pas mettre les gens dans des cases, en faisant ça, on met une discipline dans une case et on met tout le monde dans la même case. C'est trop réducteur. Tout à fait. Est-ce que vous voyez quelque chose d'autre à rajouter? Non. Ou on a balayé le périmètre? Je dirais juste que voilà, l'idée d'échanger là-dessus, parce que c'est un outil dans lesquels nous, en tout cas dans les accompagnements et les personnes qu'on a accompagnées, il y a vraiment, il se passe quelque chose qui est plutôt positif. Après,
forcé de dire qu'il peut y avoir d'autres perceptions. C'est OK. Mais faut-il encore que quand une perception est révélée ou est mise en public, c'est important d'avoir d'autres perceptions. Voilà. Et que je pense que notre souhait à tous les quatre, c'était effectivement parce qu'on peut voir plein de choses sur cet outil-là et d'autres outils, c'était juste on n'est pas là pour contrer, ou c'est juste de dire une ouverture et de dire que voilà, il y a autre chose et voilà comment nous on l'utilise et les critères sur lesquels on est attentif aussi. C'est ça. Et pour être un peu plus clair et direct, vas-y. Je rebondis sur ce que vous dites avec ce que tu disais avec Cédric, c'est toutes les personnes qui ont fait justement un enfermement et une mise en case ou un étiquetage de l'énéagramme, sur quoi c'est basé au final sur une perception. Alors ils ont le droit de l'avoir, hein. C'est sûr que s'ils ont vu un formateur comme ça et que comme ça, ils se sont fait un avis, mais ce n'est qu'un avis. Voilà. Bon, nous on donne le nôtre. Voilà. Libre à chacun après de se le faire en fonction de ce qu'on aborde. Mais il n'y a rien de scientifique finalement dans ce qui est attaqué, enfin dans ce qui est dit à l'encontre de l'énéagramme, premièrement. Et ce sont des a priori, ce sont comme chacun a le droit d'avoir, mais c'est qu'un angle de vue au final. Et on sait très bien, et du coup je vais faire un pied de nez, en citant un précepte de la PNL, la carte n'est pas le territoire, ça veut dire que la façon dont je regarde le monde, je ne suis pas le seul à l'avoir. Il y a d'autres modèles du monde, avec d'autres vérités. La réalité n'existe pas, elle n'existe qu'à travers nos propres filtres. Donc on souhaitait amener notre propre filtre, avec nos propres arguments, notre propre expérience. Et une deuxième chose aussi que je voudrais rajouter, c'est justement par rapport aux accompagnements et aux transformations qu'on permet. Au final, on ne manipule pas. Alors déjà, sur ce terme-là, parce que ça a été cité, manipulation-influence, bon déjà, un kinésithérapeute manipule, on manipule des idées, donc il faut faire attention aux termes qu'on emploie. Par rapport aux définitions que j'ai entendues, la manipulation pour moi, c'est faire quelque chose à quelqu'un à son insu pour le bénéfice d'un tiers, y compris moi si c'est moi qui manipule. Voilà. L'influence, je peux être amené à faire quelque chose à l'insu d'une personne, mais en tout cas dans son sens à elle. Voilà. Et évidemment qu'on influence quand on accompagne, mais par rapport à un objectif, par rapport à ce que veut atteindre la personne. Et pour reprendre le cas des relations et de l'isolement ou de ce que ça peut générer à travers peut-être des séparations ou autres, à aucun moment c'est nous qui influençons, on n'a pas d'intérêt à ce que ça se fasse. Et s'il y a séparation, en tout cas nous ce qu'on garantit dans nos accompagnements, c'est qu'il y aura un sens à le faire, ou il y aura un sens à ne pas se séparer. Nous, on ne sait pas la finalité. Est-ce que les gens vont se séparer? Est-ce qu'ils vont rester? Ce sera ce qui a le plus de sens pour eux à travers le questionnement et ce qu'on va arriver à faire ressortir de l'introspection qu'on va permettre. Et surtout, avec l'énéagramme, pour en arriver sur l'utilisation, c'est en fonction donc, de ce dont on a peur, qui engendre un besoin, qui donne une motivation, qui nous donne des comportements d'évitement. Ben c'est justement faire le tri entre tout ça pour en arriver à quelque chose du plus objectif possible et qui a le plus de sens possible pour la personne, en déblayant toutes les histoires qu'elle peut se raconter, toutes les influences par lesquelles elle peut être manipulée, tout ce qui peut l'impacter qu'elle ne supporte pas, en découvrant justement cette faille qui fait qu'elle ne supporte pas ce comportement-là, en le comprenant. Et donc, au contraire, l'énéagramme, en l'utilisant de cette façon, amène plus de tolérance, plus de compréhension, plus de considération, en plus de la compréhension de soi dans les interactions sociales. Donc, en rien, l'énéagramme, pour moi, et de la façon dont on l'utilise, est sectaire et ne correspond aux critères qu'on vient de balayer. Mais tu vois, pour manipulation et influence, donc bien évidemment warning, parce que voilà. Mais moi j'irais mettre un warning donc, sur l'aspect psychologique de la personne, hein, ça c'est essentiel.
Mais là où je m'inquiète, c'est que quand j'ai conscience de la manipulation et de l'influence qu'il y a à un certain niveau international, et là je vais parler du sucre, des parcours d'achat, tu vois. Est-ce qu'on n'est pas influencé et manipulé quand on va dans certains magasins et on a un certain parcours d'achat avec des choses qui sont placées, on appelle ça, je sais plus comment on appelle ça, le merchandising. Là, c'est du marketing, C'est Isabelle. du- C'est pas pareil. Ok, c'est du marketing. On manipule pas. le marketing. Et puis voilà, et le sucre, la consommation du sucre et du sel, qui sont dans tous les aliments qu'on achète dans les grandes surfaces, en tout cas beaucoup, qui amènent à des maladies. Donc là, on est plus sur un aspect physiologique que psychologique. Donc moi, je peux comprendre l'inquiétude par rapport à des outils, tu vois, Bien sur sûr. l'influence et la manipulation. Quand on voit l'ampleur que peut avoir la manipulation et l'influence à très grande échelle et où effectivement, en tout cas, pas grand-chose n'est fait. C'est ça. Comment se fait-ce qu'il ne soit pas En- dénoncé voilà, mais je comprends l'inquiétude. Bien sûr. Quand bien on sûr. parle de manipulation et influence, bah voilà, quand on voit à quel niveau il se passe rien et qui est très dangereux pour l'être humain, je peux comprendre que sur l'aspect psychologique, on puisse avoir les mêmes inquiétudes parce que Bien sûr. voilà. Donc du coup, petit appel, hein, c'est plutôt que de cliver les perceptions et les interprétations, au contraire, c'est comment réfléchir à réunir tout ça, à ne pas blâmer ou ne pas occulter, et à réfléchir comment tout ça peut mieux fonctionner. Donc petit appel à tous les auteurs de podcasts. J'ouvre une porte d'échange, un espace d'échange sur tout ça pour débattre justement de ces différentes cartes du monde pour en arriver à quelque chose d'efficient. Et Voilà. sait-on jamais, on ne sait pas qui écoutera, mais en tout cas chez Fleury Michon, des personnes qui ont peut-être vécu l'expérience Tout à fait. des programmes et qu'on ait un avis, ou des avis, qu'on Ah puisse ouais. échanger, ce serait, Très, ce très serait bien. chouette, c'est un appel. Exactement. Puis moi, je voulais rebondir sur un dernier cran, tu vois, sur l'éducation. Quand est-ce qu'on manipule pas dans l'éducation des enfants et quand est-ce qu'on n'influence pas? Où se situe la frontière? Qui a dit que les parents étaient sectaires? Et là, on joue sur les mots. C'est donc, faut repositionner le cadre. Avec qui? De quelle façon? Quel est l'objectif? Est-ce qu'il y a un bien? Moi, je demande à prenez de la hauteur. Arrêtez de jouer la tortue et jouer l'aigle un peu plus. Donc on revient à l'humain Ouais. qui a la possibilité de manipuler ou d'influencer et qui est cet humain-là, comment il est construit et quelle est son intention profonde. Exact. D'où l'intérêt de se connaître. Y compris pour les formateurs d'énéagramme. Surtout pour les formateurs. C'est OK? C'est ok. C'est ok. Eh bien, merci à vous Merci. Merci. pour ce partage et la défense de... et la méditation Ah non, il contre... faut que je fasse ma pub, il paraît. Ah bah oui, Ah c'est oui, vrai. Ça y est, je Alors, me faisais avant- traîner parce que j'ai oublié quelque chose. Alors, du coup, Exactement. j'influence. Voilà. Comme je peux. Ouais. Et parce que ça peut être coupé ça. Et toi Isa, alors en fait, tu fais quelque chose de particulier par rapport à la notion d'influence? C'est de la manipulation, ça, Cédric. C'est tu manipules. On en rigole. Mais oui, écoute, moi, effectivement, je trouve un intérêt à cet outil. J'apprécie cet outil et j'ai assez de connaissances qui utilisent cet outil pour eux-mêmes. Et donc, j'ai décidé de lancer une chaîne qui va s'appeler Les Papotes Énéagrammes. C'est pour échanger autour de l'énéagramme. Voilà. Et je serais ravie d'échanger avec un maximum de personnes qui, pour le coup, connaissent déjà leur énéatype. Donc, la chaîne d'Isabelle Blanc, elle a un nom ou... Les Papotes Énéagrammes. Ça s'appelle C'est les pas, Papotes c'est pas Énéagrammes. parce que moi je me mets pas en avant, monsieur. Moi c'est pas Isabelle Blanc, c'est Ah les bon. Papotes Mais comment ça se fait que Énéagrammes tu te positionnes pas? par Isabelle Blanc. Ça marche. Eh bien, merci à vous. On se retrouve pour un prochain podcast avec un autre sujet. C'est super agréable. Moi, j'apprécie beaucoup ces échanges. Voilà, et du coup, de faire part à ceux qui nous regardent comment on réfléchit. Et puis, du coup, si ça vous parle, s'il y a un écho, de venir voir ce qu'on fait. Voilà. Merci. Merci. Merci Nina, merci Simone. Merci. Cash Coach. Les coachs qui parlent cash. Une possibilité,
C'est-à-dire, attends, fais une pause. Ah oui, tu peux. Je me branche pour la rallonge, comme ça je peux. Ça va pas- oui, non, brancher ce vas-y. téléphone. Tout à l'arrache, Flo. Parce que t'avais un problème de chargement, ce week-end. Bon. C'était Tu une seras vraie dans le- apparition de Lloyd. Dans le bêtisier. Ouais, je pensais au coupage, tu sais, pour le montage. Ouais, Et ce qui fait que. Et je me dis. Elle se débrouille, celle qui va faire. Si on peut On peut avoir le laisser, moins on possible. rigole. Ah bah ouais, c'est ça.